Bonjour, Serge Zenou, expert comptable. Pour cette première vidéo, je vais vous parler de la déclaration de revenus 2014 que vous allez souscrire bientôt au mois de mai 2015. Et plus particulièrement aujourd'hui, de l'imposition des revenus de capitaux mobiliers. Avant toute chose, je vous rappelle que la déclaration de revenus papier et les annexes doivent être déposées au plus tard le 19 mai et les déclarations souscrites par voie d'Internet doivent être déclarées et déposées au plus tard suivant le calendrier qui s'affiche derrière moi. Préalablement, avant de démarrer ce thème, je vous dirai quelques mots d'ordre général sur cette déclaration de revenus. La loi de finances pour 2014 et celle pour 2015 ont apporté très peu de modifications sur les grands thèmes que vous connaissez, hormis, et ceci je ne l'aborderai pas, hormis la suppression de la première tranche d'imposition des revenus qui était à 5,50, qui a été supprimée par donc, nos législateurs. Cette suppression entraînera, pour majorité de Français, on parle de 3,5 millions de personnes qui ne paieront pas d'impôts sur 2014, sur le revenu 2014, mais de ce fait, la première tranche d'imposition aujourd'hui est à 14%. Voilà. Ceci étant dit, je vais revenir au thème qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire l'imposition des revenus capitaux immobiliers. Alors, cette imposition, les modalités de l'imposition ont changé, comme vous le savez, au cours de la loi de finances du 31/12/2013, donc, qui a mis en place donc, de nouvelles mesures pour à la fois l'imposition des produits de placement et les produits de revenus fixes, et ceci depuis janvier 2013. Je vous rappelle que jusqu'au 31 décembre 2012, ces revenus pouvaient être imposés par un prélèvement forfaitaire libératoire. Ce prélèvement forfaitaire libératoire a été supprimé, et donc depuis le 1er janvier 2013, les revenus de placement comme les dividendes ou les revenus de placement revenus fixes comme les intérêts compte courant sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. La particularité, c'est que quand une société verse ce type de revenus, il convient d'opérer un prélèvement forfaitaire non libératoire, ce qu'on appelle le PFNL. Le PFNL est soit de 21% sur les dividendes, soit de 24% sur les autres produits, comme les intérêts de compte courant. Il s'agit d'un acompte à valoir sur l'impôt sur le revenu que paiera donc le contribuable, et cette somme est prélevée donc lors de la distribution donc, du revenu. En sus de ce prélèvement, de ce PFNL, viennent s'ajouter bien sûr les prélèvements sociaux qui s'élèvent à 15,5%, et ces prélèvements sont également prélevés donc, lors du versement des dites sommes. Je vous rappelle que ces prélèvements doivent être réalisés par la société, qui est l'établissement payeur, au plus tard le 15 du mois qui suit la mise à disposition des sommes versées, et sur l'imprimé numéro 2577, qui doit être souscrit par la société, qui collecte donc à la fois l'acompte de 21 ou 24%, plus les prélèvements sociaux. Donc le bénéficiaire de ces sommes percevant, je dirais, le montant net après déduction des dits prélèvements. La CSG et les prélèvements sociaux qui s'élèvent à 15,5%, je vous rappelle qu'il y a une part déductible de 5,10% pour la CSG déductible que l'on retrouvera donc sur la déclaration des revenus de l'année suivante. Toutefois, la loi a prévu, disons, la suppression de PFNL, du prélèvement forfaitaire non libératoire, pour certains ménages qui disposent de revenus le revenu fiscal de référence inférieur à certains montants. Concernant les dividendes, le contribuable peut donc éviter de verser les 21% si son RFR, le revenu fiscal de référence de N-2, est inférieur à 75 000 euros s'il est en couple, c'est-à-dire marié ou pacsé, ou à 50 000 euros si c'est à une personne seule. Exemple, donc, si vous faites un versement de dividende là aujourd'hui, donc le 21 avril 2015, si votre client dispose d'un RFR 2013 inférieur de 75 000 euros ou 50 000 euros, il peut surseoir donc au paiement de l'acompte de 21%. De même, s'il s'agit de versement d'intérêts de compte courant,
le revenu fiscal de référence de 2013 doit être inférieur à 50 000 euros pour une personne en couple, mariée ou pacsée, ou 25 000 euros pour une personne seule. Ensuite, un troisième point qui est venu donc s'ajouter à cette modification des textes concernant l'imposition du capital immobilier, c'est vous pouvez également, pour les intérêts de compte courant, par exemple, les revenus de placement fixe, transformer le PFNL, le prélèvement forfaitaire non libératoire, en PFL, c'est-à-dire en prélèvement forfaitaire libératoire. De quoi il s'agit? Il s'agit des contribuables, je parle de contribuables, c'est-à-dire du foyer fiscal, qui perçoit moins de 2 000 euros par an, donc de revenus fixes, et qui peuvent opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire de 24%. Donc ceci, pour payer l'acompte d'impôt sur le revenu, ceci sera intéressant par exemple pour un foyer fiscal dont le taux marginal d'imposition est de 30%. Et bien sûr, il est de votre responsabilité de conseiller votre client à ce moment-là d'opter pour ce prélèvement forfaitaire libératoire et donc de lui éviter d'une part d'avancer l'argent au moment du versement, puisqu'il n'y aura pas l'acompte des 24%, et d'autre part d'attendre la fin de l'année pour payer donc cet impôt forfaitaire. D'ailleurs, vous pouvez le trouver sur la déclaration de revenus à la case 2FA. C'est cette case qui vous permettra de mentionner le montant total des intérêts perçus par donc votre compte client, c'est-à-dire le foyer fiscal, et ceci, bien sûr, je le rappelle, doit être inférieur à 2 000 euros. Les prélèvements sociaux seront également effectués, opérés lors de la déclaration de revenus et non pas au moment où les intérêts sont versés. Voilà ce qui concerne le PFNL. Alors, dernière précision, ces dernières précisions sont parues dans le BOFIP du 12 février 2014, je les rappelle. Concernant, vous avez des clients aujourd'hui, des clients qui ont des comptes rémunérés. Vous savez que les banques aujourd'hui rémunèrent les comptes bancaires. Qu'est-ce que dit le BOFIP? Eh bien, le BOFIP dit que les intérêts versés sur ces comptes bancaires en rémunération des sommes qui y figurent peuvent être des intérêts débiteurs, si le compte est débiteur, et peuvent être des intérêts créditeurs. Pour pouvoir effectuer le prélèvement forfaitaire non libératoire ou libératoire sur ces intérêts de compte bancaire, on fait compensation des intérêts débiteurs et créditeurs, mais attention, versés au cours de la même année civile et surtout sur le même compte bancaire. Il ne s'agit pas de compenser des intérêts débiteurs ou créditeurs provenant de différents comptes. Ça, c'est le travail que feront les banques, mais c'est une information que je vous fournis qui pourrait être donnée à vos clients. Enfin, je vous ai indiqué tout à l'heure que vous pouvez faire bénéficier votre client de la dispense d'acompte de 21 ou 24%. Sachez que pour faire bénéficier votre client de cette dispense d'acompte, il existe un modèle qui figure sur le BOFIP, dont vous voyez la copie derrière moi aujourd'hui qui s'affiche. Et ce modèle doit être signé et daté par le client, mais attention, il doit être établi avant au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement de la somme donc des dividendes d'intérêts compte courant, par exemple. Et ce modèle, qui est un document sous Word, tout à fait classique, que vous voyez apparaître derrière moi, doit être simplement conservé par l'établissement payeur, c'est-à-dire la société, qui donc va permettre aux contribuables d'éviter le paiement des acomptes de 21 ou 24%. Et ce modèle de document, c'est un modèle qui dit que le client certifie par ce modèle que son RFR de l'année, l'avant-dernière année précédant le versement, exemple 2013 pour 2015, est inférieur au seuil prévu pour le paiement de l'acompte de l'impôt sur le revenu. Voilà ce qui concerne les revenus des capitaux mobiliers. Pour finir, je vous montre un tableau qui vous permet de voir le taux réel d'imposition des revenus de capitaux mobiliers fixes et des revenus fonciers en fonction de la tranche marginale d'imposition du contribuable. Et vous voyez que par exemple pour la tranche de 30%, l'imposition globale qui tient compte des prélèvements sociaux et de la restitution des 5,10% de CSEG s'élève à 44% environ. Et pour le contribuable qui est à une tranche de 41, le taux d'imposition globale est proche des 55%. Un deuxième tableau que vous voyez également fait apparaître la même chose, mais pour un contribuable qui percevrait des dividendes. Et là, vous voyez une différence majeure du taux réel d'imposition, puisque pour la tranche marginale de 30%,
Le taux global s'élève à 32%, contre 44 tout à l'heure, et pour la tranche à 41%, le taux global d'imposition s'élève à 38% au lieu de 55%. Ceci provient d'un seul fait, c'est que les dividendes bénéficient encore de l'abattement de 40%. Donc la question peut se poser aujourd'hui, pour 100 euros perçus, vaut mieux-il les percevoir en dividendes ou en revenus fonciers? Je vous laisse juge donc de cette information. Voilà, je vous remercie et je vous propose de nous retrouver prochainement pour une prochaine vidéo. À bientôt.